Bonjour YouTube World. Comment estás en la casa? J'ai envie de te dire. Écoute, moi ça va bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un style de vidéo qui fait ma foi très peu de vues. Mais je m'en tamponne la friteuse à même le gaz, puisque moi j'adore faire ce style de vidéo. Donc écoute, on continue sur la lancée, on ne s'arrête pas, on se fait plaisir. Comme indiqué très clairement dans le titre, aujourd'hui je vais te faire part d'une chronique lecture. Pas d'un livre, pas de 2 livres, mais de 3 livres. C'est-à-dire que j'essaye d'évacuer un petit peu parce que dernièrement, déjà qu'ordinairement, j'ai cette facilité à lire très vite. Mais là, étant donné que je les éclate au fur et à mesure, si je te fais une chronique, un livre, on s'en sort pas, je vais empiler. Donc aujourd'hui, 3 livres que je te présenterai plus en détail, chacun leur tour. Mais voici les 3 livres et puis sans plus tarder, on passe donc à la chronique de ce que j'en ai pensé. Alors je suis pas professionnelle, je ne suis pas critique littéraire, mais en tout cas je te donne mon avis sur ce que j'ai lu avec mes mots à moi. On ne se prend pas un rôle qu'on n'a pas, je n'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais professionnelle en la matière. On ouvre le bal avec ce roman de Franck Thiès intitulé La mémoire fantôme. Il faut savoir déjà que c'est ma première fois avec Franck Thiès. Il faut un début à tout, hein Franck. Cet auteur Franck Thiès est un auteur âgé de 47 ans et qui est aussi à ses heures scénariste. Ce bouquin aux éditions Pocket, pour celui-ci en tout cas, de sa première ligne à sa dernière ligne, contient 454 pages, compte 454 pages, que j'ai bouffé ma foi très rapidement. Pour te situer un petit peu l'histoire, parce que c'est peut-être aussi un peu ça que tu veux savoir, on a Manon Moinet qui, suite à une agression, perd la mémoire. On y reviendra un peu plus tard sur cet aspect. Et c'est donc son frère, Frédéric Moinet, qui va s'occuper d'elle, qui va la prendre en charge, parce que tu te doutes bien que quand tu as une mémoire défaillante, c'est un petit peu compliqué d'être seule au quotidien. Elle est tout de même aidée par un petit appareil, donc qu'elle appelle son NTEC. C'est un petit appareil qui va se substituer à cette mémoire qu'elle perd très vite, où elle peut tout entrer. En fait, c'est une sorte de... Comment je pourrais appeler ça? Elle peut tout entrer, des photos, des notes, tout. Elle peut vraiment y mettre toute sa vie dedans. Entre en scène alors la femme flic qui s'appelle Lucie Hennebel, et les 2 femmes, Manon et Lucie, vont tisser un lien très particulier tout au long de l'enquête. Alors, Lucie Hennebel, on la voit un peu comme on peut percevoir les femmes flics dans les thrillers, les polars comme ça. Je sais pas ton imagination à toi comment elle bosse, mais moi les femmes flics avec ma propre imagination, quand je lis ce genre de bouquin, je la vois toujours bombe de chez bombe, méga canon, et c'est un peu le cas. Ça me fait un petit peu dans le schéma descriptif, ça me fait un peu penser à Ludivine Vancker dans la série du même nom de Chatham, Ludivine Vancker, qui je la voyais, je la percevais en tant que lectrice comme très belle, méga canon, et c'est un peu le même principe avec cette Lucie Hennebel. Par ailleurs, parce qu'on reviendra un petit peu plus en détail sur les personnages, l'enquête est un peu complexe parce qu'on essaie simplement de foutre le grappin sur un tueur en série baptisé le professeur, rien à voir avec la Casa de Papel, rien du tout, mais qui a à son actif 6 meurtres et qui n'a plus donné de signe de vie depuis 4 ans, sachant que Manon Moinet vient d'être à nouveau agressée après sa première agression d'il y a 4 ans, et qu'on se dit qu'il se pourrait que le professeur ait remis un petit peu le couvert. Mais on se dit que c'est pas sûr. Revenons-en maintenant plus au détail aux personnages que moi je considère principaux de cette histoire, à savoir Lucie Hennebel et Manon Moinet, même s'il y a d'autres personnages à côté, mais là on est quand même sur 2 personnages principaux si je puis dire. Alors Lucie, je te disais, je l'aperçois comme la femme flic qu'on perçoit souvent quand on lit, c'est-à-dire que j'ai maintenant beaucoup à mon actif ce style de lecture, je l'aperçois juste beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. Voilà, il n'y a pas un roman, on va dire policier, où il y a une femme flic dedans, où j'ai perçu la femme flic un petit peu plus commune, on va dire un petit peu plus banale côté physique. C'est aussi un personnage qui est très comment je peux te dire ça, passionnément acharné dans son travail, peut-être au détriment de sa vie familiale, puisque elle a 2 petites filles, des jumelles, et au détriment finalement d'elle-même rapport aux enjeux en cause. Je veux dire qu'elle a tendance à un peu s'oublier, elle, sa vie, pour aider l'enquête. Et en plus, ce personnage a un secret,
je ne peux pas te dire lequel, puisque alors là, on serait dans le méga spoil et on arrête avec les spoils, parce que il devrait y avoir une loi contre le spoil, mais elle a un secret qui est très loin d'être banal. Et donc, aux dépens d'elle-même, aux dépens de sa vie, Lucie va se jeter corps et âme dans l'enquête pour tenter d'aider Manon à raccrocher les wagons, comme on dit, pour retrouver l'auteur des faits, puisque, comme je te le disais tout à l'heure, Manon est à nouveau victime d'une agression, avec des indices parsemés un peu de partout. Mais étant donné que Manon a la mémoire qui défaille, c'est très compliqué, et Lucie va se jeter vraiment à corps perdu dans cette enquête, aux dépens de sa famille, ses enfants, aux dépens de sa vie, au final. Venons-en maintenant au personnage de Manon Moinet. Alors déjà, pour te situer la nana, c'est une tête, hein. C'est une brillante mathématicienne qui, dans le plus grand des calme, te manipule les chiffres en détente. Et puis attention, je te parle pas du niveau maths CM2, hein, je te parle de là où on est. T'es où? Bah pas là, moi j'étais au sous-sol, moi les mecs. Et Manon a une petite, alors petite c'est peu de le dire, a une particularité qui rend la proposition hyper captivante, c'est qu'elle souffre d'une amnésie antérograde. Alors qu'est-ce que c'est dans les termes, et pour t'imager la situation, est-ce que tu as vu le dessin animé Le Monde de Nemo? Bah Dory, c'est ça. En fait, il suffit à Manon que 4 minutes passent et elle oublie tout s'efface, il n'y a plus aucun souvenir. Alors déjà, quand tu souffres de ce type de défaillance au niveau mémoire, ordinairement, quand tu n'es pas victime d'agression ou quoi, ok, ça doit pas être sympatoche. Mais là, à la place de Manon, tu as une première agression qui a causé cette amnésie antérograde, et 4 ans plus tard, tu as une seconde agression. Et les seuls indices qui peuvent permettre d'aider un peu l'enquête, c'est des indices très flous laissés par l'agresseur et une mémoire qui au bout de 4 minutes s'efface. Autant te dire que ça corse un petit peu le truc. La mémoire fantôme, c'est un thriller à mon sens qui est superbement ficelé. Il y a un travail de recherche qui est phénoménal sur le point neurologie, sur le point mathématique. Il y a un travail phénoménal sur l'aspect scientifique et sans pour autant que ce soit rébarbatif. Parce que là, tu peux dire... Attends les mecs, neurologie, embryologie, mathématiques, moi je m'en fous un peu le biscuit. Mais même si toi t'as aucune connaissance et que t'as pas du tout envie d'avoir des connaissances, le fait est que c'est tellement bien ficelé que ça t'attrape. Et puis, toi en tant que lecteur, comment je vais pouvoir te tourner ça correctement ? Tu prends conscience de plein de choses parce que tu entres un petit peu dans le labyrinthe et dans les méandres obscurs de la mémoire. Ça te fait prendre conscience de plein de choses parce que tu te mets à la place du personnage de Manon et tu te rends compte qu'au bout de 4 minutes, elle oublie tout, mais vraiment tout. Ça veut dire que si je reprends l'exemple d'un passage dans le bouquin, Manon Moinet a perdu sa maman. Sauf que, à moins qu'on le lui dise dans le moment de lucidité, 4 minutes après, elle l'aura oublié. Et en fait, pendant le livre, elle réclame d'aller rendre visite à sa mère, sauf que sa mère, ça fait des années qu'elle est décédée et qu'elle, elle s'en rappelle pas systématiquement. Ça veut dire qu'elle peut assister à un enterrement et que 4 minutes plus tard, elle se dise, les mecs, qu'est-ce qu'on fait là? On enterre qui? On fait quoi? Voilà. Elle peut être également, là où tu prends conscience et que tu dis que tu te rends compte que c'est quand même une pathologie qui est relativement lourde, d'une part, et puis qui peut causer des choses assez dévastatrices, puisqu'elle peut être victime d'abus en tout genre, que ce soit sexuel ou autre, et ne plus s'en rappeler au bout de 4 minutes, seulement le mal est fait. Toi en tant que lecteur, t'es là, ouais, putain, c'est tendu quand même, c'est chaud l'histoire. En gros, pour le personnage de Manon Moinet, si pour X ou Y raison, elle ne peut pas retranscrire dans l'immédiat ce qu'il s'est passé sur son boîtier NTEC, où elle peut vraiment prise de notes, photos, vidéos, elle peut vraiment tout mettre dans son boîtier. Mais si, pour une raison quelconque, elle ne peut pas retranscrire, transposer ce truc-là, elle oublie tout. Voilà, c'est son NTEC qui lui permet d'avoir une mémoire. Et encore que, aux abords et aux entournures, est-ce qu'il y a une technologie, même si elle est indiquée méga fiable, qui soit fiable à 100%? Je ne t'en dirai pas plus. Il y a une très belle épaisseur dans ce roman puisque tu veux savoir, tu veux déceler, tu veux comprendre, tu veux essayer de comprendre les indices un peu de fous qui sont laissés. Tu te dis mais pourquoi? Quel est le rapport? Et tu veux aussi, t'essaies de comprendre, même si je te dis tu peau de balle et balai de crin avec tout ce qui est scientifique à proprement dit, mais tu veux comprendre cette espèce d'amnésie psychogène. Tu te dis mais putain, est-ce que c'est possible ça? Et puis surtout, tu partages souvent dans le bouquin, puisqu'on est sur quelqu'un qui oublie tout quasi immédiatement, t'es à plusieurs reprises dans le bouquin à partager le même désarroi que la flic Lucie Hennebel, parce qu'elle doit
répéter à plusieurs reprises la situation face à une personne qui, elle, oublie tout systématiquement. Donc on est beaucoup dans la répétition, mais une fois de plus, c'est pareil, c'est pas du tout rébarbatif, mais c'est juste que tu es devant un personnage qui est le personnage de Lucie, qui est en désarroi, et t'es là avec elle, putain, putain, mais t'as le moral, hein, face à une Manon qui partage pas le désarroi, puisqu'elle oublie, donc elle, quoi qu'il se passe, elle a oublié, donc pas de désarroi, rien du tout. Après, autre détail qui peut être intéressant si toi tu souhaites lire ce livre, c'est que l'intrigue et l'action commencent très vite dans le bouquin, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un livre où il faut attendre une centaine de pages à te dire merde les mecs, c'est quand on y va là, on fait quoi, une réunion tupperware ou comment ça se passe? Non, là ça part très vite, on est de suite dans une très belle dynamique, et par ailleurs une dynamique qui ne s'essouffle pas tout le long. Toi t'es là en apnée en te disant je veux savoir, je veux savoir. Après, il y a dans la façon d'écrire une facilité de style qui peut être une problématique pour certains lecteurs, mais qui peut, parce qu'il en faut pour tout le monde, qui peut être, ces facilités de style peuvent être une aubaine pour les personnes qui aiment lire mais qui ont une difficulté, on va dire, parfois t'aimes bien lire mais t'as des difficultés de concentration ou d'accroche tout simplement. Là, ça reste facile à lire, et d'autant plus que moi j'ai pas trouvé ce roman violent dans la façon, dans les descriptions, dans le schéma descriptif, j'ai pas trouvé de violence plus que ça par rapport à d'autres bouquins que j'ai pu lire, et que là, côté détail et tout, c'était vraiment pesant, lourd, où tu fermes le livre et t'es là, il est pas sous mon lit le bâtard. Là, je l'ai pas trouvé violent. En tout cas, toujours est-il que je te conseille vivement ce roman parce que j'ai pris grand plaisir et je l'ai éclaté très vite, et je finirai en te disant que c'était ma première avec Franck Thiès et que ce sera certainement pas ma dernière, donc ça oui, nickel, j'ai adoré, je recommande vivement. Le second bouquin dont on va parler, c'est celui-ci. Le journal intime de Hélène Rimbaud-Air, Ma vie à Rose Red, qui a été écrit, bon là tu vois que ce que je vais te dire n'est pas du tout en cohérence, qui a été écrit par Ridley Pearson. Simplement, Ridley Pearson est un auteur américain, je crois, qui est né en 1953, mais il a écrit ce livre sous le pseudonyme du Dr Joyce Reardon. C'est un livre paru aux éditions Albin Michel et qui compte un nombre total de 276 pages. Situons un peu les choses, il s'agit donc vraiment d'un journal intime avec les dates et tout ce qui, des photos, tout ce qui contribue à faire qu'on parle de journal intime. Et le terme intime prend vraiment tout son sens parce qu'il y a certains passages dans ce livre où vraiment on entre dans l'intimité d'Hélène. Il faut aussi savoir que les propos qui sont écrits dans ce bouquin sont datés de 1907. Ce qui est important aussi quand tu commences à lire ce livre, à prendre conscience qu'il y a certaines choses qu'on lit dans ce bouquin qui peuvent nous dépasser par rapport au fait de, quand elle n'est pas très heureuse, par exemple, Hélène en mariage, lui dire mais putain casse-toi. Sauf qu'en 1907 c'était pas si évident que ça. Donc pour l'histoire, Hélène c'est une jeune femme qui semble, ma foi, épanouie et qui rêve d'un mariage heureux avec le fameux John Rimbaud-Air. Alors John Rimbaud-Air, moi je te dis, toujours dans mon imagination de lectrice, je le vois un petit peu comme, je sais pas si tu as vu le film Gatsby le magnifique avec Leonardo DiCaprio, je le vois un peu comme un personnage un peu comme ça, bardé de fric, un peu, voilà, un peu, tiens, voilà, Bon, sauf que forcément Leonardo DiCaprio, le personnage de John Rimbaud-Air, il est un peu, c'est un Gatsby le magnifique version un peu low cost, en plus con, en plus vieux et en plus laid. Donc le rêve de Hélène se concrétise, là voilà mariée à ce fameux John Rimbaud-Air, sauf que tout va pas se passer comme prévu. Déjà ça part en lune de miel sur un an, les mecs on fait pas les choses à moitié chez les Rimbaud-Air, et Hélène va passer de déception en déconvenue en se rendant compte que son idée du mariage c'est pas vraiment elle avait une idée, des idées reçues du mariage, et puis elle se dit merde c'est pas tellement ça, et elle va de déception parce que figure-toi que oui monsieur John Rimbaud-Air a un petit peu le chorizo fuyard, et que bah le chorizo il tire sur tout ce qui bouge quoi, hein, pour t'imaginer un peu là. Il a le zouzou qui le démange, hein, il est voilà, c'est toi viens par là, voilà, c'est voilà, madame Hélène Rimbaud-Air porte des cornes à s'en bloquer dans le plafond. Hein. Puis venons-en forcément au point central de ce bouquin et de ce journal intime, c'est la fameuse Rose Red. Alors qui est Rose Red? Rose Red c'est la demeure gigantesque. Quand je te dis gigantesque, c'est un manoir absolument colossal, à la limite de l'indécence, hein, entendons-nous bien. Quand t'es deux, bon au début ils sont deux et que tu as 40 chambres, bon à un moment...
À un moment, ça frôle l'indécence. C'est surtout une maison qui est donc construite au fur et à mesure et qui a été construite sur les ordres de John Rimbaud pour faire plaisir à sa femme. Hein, bah oui, des faut tirer sur tout ce qui bouge, on fait ce qu'on peut. Et qui, avant d'être construite, on a pris grand soin d'aller profaner un cimetière indien. Et donc on est en train de construire ce manoir sur un ancien cimetière indien. On a enlevé les cercueils et compagnie, on s'est fait plaisir. Écoute, on va se mettre là, c'est bien aussi un cimetière indien, que c'est vilain. Même quand t'es rationnel, que c'est vilain. La construction se fait au fur et à mesure, jusqu'au moment où Rosered est habitable, et ils vont commencer à vivre. Et là, commencent les emmerdements, puisque petit à petit, il va se passer des phénomènes très très curieux, des disparitions qu'on n'explique pas et qu'on retrouvera jamais les gens qui ont disparu, des apparitions, on fera aussi appel à des personnes susceptibles d'expliquer ce qui se passe dans cette maison, en vain. Et puis aussi ce phénomène, Hélène a l'impression à un moment que la maison elle fait un petit peu ce qu'elle veut, c'est-à-dire que les pièces bougent, la décoration bouge, elle se mouve, c'est une maison qui se mouve un peu selon son humeur. Tu te doutes, étant donné que nous sommes sur un journal intime, Hélène Rimbaud retranscrit tout ça mais de façon très précise dans son journal. Elle retranscrit sa peur tout autant que sa fascination, puisqu'elle a un peu le cul entre deux chaises par rapport à ces phénomènes curieux. Elle est autant très peur de ce qui se passe et autant il y a une sorte de fascination face à tout ça qui est très bien retranscrite dans son journal intime. Et elle retranscrit aussi son intimité, hein. Je te disais au début de cette description de ce bouquin, quand on parle de journal intime, on est bien dedans, puisqu'elle décrit ce truc très étrange d'amour-haine par rapport à son mari, de ses ressentis très personnels après le devoir conjugal, des infidélités, donc je te disais, de son mari, et de sa haine grandissante pour son mari au fur et à mesure que le temps passe, et au fur et à mesure qu'elle s'aperçoit que c'est de pire en pire. C'est un roman qui se lit très rapidement, la lecture est facile, le style est très accessible, mais un point que je dois te préciser quand même, si tu es adepte des lectures qui font un peu peur, qui te filent le frisson, la frayeur, t'es pas dans le bon rayon. Hein. Là, tu prends le couloir, première à droite, tu vois la grosse porte. Oui, bonjour, ce serait pour trouver Stephen King, c'est bien là? Oui, entrez, là c'est mieux, parce que ça, si tu recherches à flipper en lisant ce livre-là, on dit non. Autre point important à mon sens on va dire pseudo-rationnel, parce que j'ai des lectures qui vont pas dans le sens de ça, mais si tu es vraiment très ouverte et très en raccord, on va dire, avec tout ce qui est phénomènes paranormaux et compagnie, pour toi, ça c'est un petit biscuit facile à lire. Hein. Par contre, si tu es un peu comme moi, où tu cherches absolument une explication à tout, c'est-à-dire qu'un phénomène paranormal, oui, mais peut-être parce que ça, peut-être parce que, hein, voilà, au point de mettre en avant quand même, de te dire que, oui, ce qu'on dit pas, c'est quand même un journal intime et c'est les mots de la personne, mais peut-être qu'elle a une pathologie mentale qui lui fait imaginer ça. Enfin bon, ça part très vite. Ça va être une torture à lire pour les gens qui sont un petit peu plus rationnels et qui veulent trouver absolument une explication à tout, mais je m'en suis sortie, donc tu devrais pouvoir t'en sortir. En bref, c'est un livre léger qu'on prend plaisir à lire. Te dire que ça aurait été dans une sélection de livres à lire absolument, peut-être pas, mais en tout cas j'ai pris plaisir à le lire. Je terminerai en te disant, et là c'est vraiment à titre personnel, que le seul point où ça m'a mené un petit peu à la frustration, c'est la fin, voilà. Dans une fin que j'appelle en eau de boudin, j'aurais imaginé une autre fin, mais pour autant, j'ai pris plaisir à le lire, donc pourquoi pas, voilà. Pour le dernier livre, alors là, c'était quelque chose de très très curieux à lire. Donc au niveau du titre que tu peux voir ici, nous sommes sur apparition religieuse, fées, gnomes, farfadets, extraterrestres et ovnis, avions et bateaux fantômes, fantômes humains et animaux, d'une pile d'auteurs. Ici, d'après ce que j'ai pu prendre en termes de renseignements, c'est un bouquin qui fait partie justement d'une encyclopédie complète traitant de choses un peu, voilà, de trucs un peu curieux comme ça. Alors écoute, déjà avant de te situer un peu, c'est un bouquin lequel je n'ai pris aucun plaisir à la lecture, aucun. Ça va se répartir par chapitre, on va traiter les thèmes énoncés dans le titre. Donc déjà c'est vrai que pour moi, le débat apparition religieuse, si toi d'entrée de jeu tu ne crois pas en grand chose, ça va être un petit peu une lecture stérile. C'est-à-dire que ouais, c'est bien, j'ai des témoignages de personnes, mais si
t'es un peu comme saint Thomas et que toi tu crois seulement à ce que tu vois et que là on n'a que des témoignages, tu remets tout en doute et c'est une lecture qui finalement n'est pas plaisante parce que d'avoir le doute fait que finalement tu n'en as aucun. C'est-à-dire que toi, tous les témoignages, tu te dis, mais ouais, c'est ça, ouais. Sur le chapitre fait gnome et farfadet, comment je peux te dire, là pour moi, alors attention, fait gnome et farfadet, pour moi, où il y a eu un abus de Disney+, où il y a prise de substances illicites. Là, sur ce passage-là, sur ce chapitre-là, je me suis dit, on m'a perdu. Ah, on m'a perdu. En gros, pour faire un peu plus simple, le seul chapitre qui m'a intéressé dans ce bouquin, c'est sur les avions et bateaux fantômes, parce que là, on était moins dans ce que moi, je perçois comme de l'utopie. C'est-à-dire qu'on parlait aussi, tu sais, parfois des bateaux ou des avions qui se crashent, ou des bateaux qui disparaissent. On ne sait pas, C'est bien des bateaux qui ont pris la mer, c'est bien des avions qui ont pris l'air, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas. On a la certitude que c'est bien des choses qui sont parties, mais ils sont jamais arrivés. Et là, j'ai trouvé le truc intéressant parce que il y avait des gens spécialistes dans l'aéronautique et tout ça qui parlaient de ça. Et puis, c'est la probabilité que c'est vrai, que c'est possible, dans le sens où on a bien comment je peux te dire, on a bien des papiers, on a bien des choses qui justifient que ces navires-là sont bien partis, mais on n'a jamais plus eu de traces. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après, dans la globalité de ce bouquin, ce qui est difficile, ce sont les termes. Ça fait partie, si j'ai bien compris, je peux me tromper, et si je me trompe, n'hésite pas à me corriger, comme ça évitera de mettre l'erreur dans les esprits. Mais c'est très scientifique, du fait que ça part d'une encyclopédie, si j'ai bien tout compris. Il y a des termes très scientifiques qui font que ça fait pas partie de tes connaissances. Tu as beau lire, avoir certaines connaissances des mots et des propos, mais il y a un moment quand c'est des termes utilisés par des scientifiques que toi, tu es obligé de dire, attends, ça veut dire quoi? Je reprends, hop. Tu perds un temps phénoménal à comprendre certains termes, certaines expressions, parce qu'elles font pas partie de ton vocabulaire et de tes connaissances tout simplement. Et le dernier point qui, moi, m'a manqué un petit peu, c'est de pouvoir lire des phénomènes qui sont propre à la France. On est beaucoup à l'étranger, on est beaucoup aux États-Unis, on est beaucoup ailleurs, mais c'est vrai que j'ai pas pu lire beaucoup de phénomènes, de choses comme ça par chez nous, parce que parfois c'est bien aussi, ça fait partie de l'apprentissage quand tu lis un bouquin, c'est quelque chose qui est trop éloigné et qui a finalement, en plus de tout le reste, contribué à ce que je n'ai pas du tout trouvé. J'en attendais beaucoup de ce bouquin, tu vois, apparition, tout ça, je me suis dit on va apprendre des choses. Bah, il manquait le plaisir, et je pense que quand on lit, c'est un peu comme beaucoup de choses, on a besoin de prendre un minimum de plaisir. Là, ce livre, je l'ai terminé, mais ça m'a gonflé, voilà, tout simplement. Ce livre m'a gonflé, c'est très rare quand ça m'arrive, mais ce livre m'a pompé, quoi. Voilà mes petits cadets pour cette chronique lecture. Alors comme d'habitude, je prends vraiment un énorme plaisir à faire ce type de vidéo. Écoute, je sais, tout le monde, la lecture, c'est pas le créneau de tout le monde. Je sais aussi que c'est un style de vidéo qui fait pas énormément de vues, sauf quand vraiment on est ce qu'on appelle booktubeur et que là on a vraiment des abonnés qui sont lecteurs et qui sont sur cette chaîne pour ça, parce que la chaîne ne fait que ça. Mais je sais que quand on n'a pas réellement de fil conducteur, parce que moi j'en ai pas, et qu'on propose ça et que sa communauté, entre guillemets, qu'est-ce que j'aime pas ce mot-là, ma communauté, et que sa communauté n'est pas 100% de personnes qui aiment lire et qui aiment les livres, c'est un peu plus compliqué, ce qui explique que au niveau des vues, c'est la fin des haricots, mais c'est pas grave. Moi, je prends un plaisir à le faire et je pense que c'est ça l'essentiel. Je te parlais de plaisir à lire, mais le plaisir, c'est global. Donc, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez et plein de bisous. Et je te l'envoie le bisou, ça va, ça va.